On se réunit donc, je le disais, un mois tout juste avant cette échéance des élections européennes. Il nous reste 30 jours de campagne. Une campagne dont vous avez vu qu'elle commence de plus en plus à intéresser, à faire parler. Il a fallu attendre un certain temps, mais là on peut dire que ça y est, elle s'installe dans le paysage médiatique. Et une campagne que nous menons, il faut bien le dire, dans un contexte qui est proche de la folie, où tout semble déboussolé dans le débat public, où tout est assez dingue et où, pour tout dire, nous n'avions pas anticipé le traitement que nous avons subi ces 3 dernières semaines. Il y a à peu près 15 jours de cela, vous vous en souvenez peut-être, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan étaient invités. Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, tous deux candidats sur notre liste aux élections européennes, étaient invités par une association, laquelle était dûment agréée par l'université, agréée par la préfecture, à faire une conférence comme on en tient beaucoup. Et cette conférence a été annulée par l'université de Lille. Je précise que d'ailleurs l'université n'a pas annulé cette conférence parce que les propos que nous aurions tenus posaient problème. D'aucune façon. L'université a annulé cette conférence sous la pression politique de nos adversaires qui, par les agitations qu'elles ont suscitées autour de cet événement, ont fait craindre qu'il y aurait pu avoir un problème pour la sécurité. Bon, la vérité, c'est qu'on est plutôt habitué à organiser des événements et à en assurer la sécurité, et que donc c'était assez regrettable de voir un président d'université, le lieu sacré de la liberté d'expression et de la controverse qu'est l'université, succomber aux pressions politiques et annuler cet événement. Mais nous n'étions alors pas au bout de nos surprises, puisque nous avons dû nous replier sur un lieu privé. En effet, la mairie de Lille, n'ayant pas consenti à nous proposer une salle alors que nous savions qu'il y avait des salles municipales disponibles ce soir-là pour accueillir la conférence. Mais le lendemain, nous avions donc choisi de faire la conférence dans un lieu privé. Et le préfet du Nord a pris la décision de nous annuler aussi dans ce lieu privé, soi-disant parce que c'était pour notre propre sécurité, le lieu n'étant pas adapté à recevoir la conférence initialement annulée à l'université. Et on pensait être au bout de nos peines, en ayant y compris dit au préfet, vous savez, vous ne nous ferez pas taire. S'il n'y a pas d'événement dans la salle privée, il y aura un événement à l'extérieur, ce qui d'ailleurs s'est produit. Et puis ensuite, quelle fut notre surprise de découvrir quelques jours après que désormais, c'était la judiciarisation des opinions politiques, avec la convocation d'une candidate aux élections européennes en pleine campagne devant une brigade criminelle, en la personne de Rima Hassan, et fait inédit de toute l'histoire de la Ve République, la convocation en pleine campagne électorale d'une présidente de groupe parlementaire pour ses opinions politiques. C'est dire le seuil qui est franchi dans l'autoritarisme de ce gouvernement qui désormais judiciarise le débat politique. C'est absolument inédit, ça ne s'est jamais produit. Et je pense que chacun d'entre vous prend la mesure de ce qui est en train de se passer. Car, il faut le dire, jamais personne ne nous fera taire les propos que nous avons à tenir, qui sont des propos de droit international, de justice. Et vous savez qu'à la manœuvre, il y a une organisation, l'organisation juive européenne, qui est un lobby qui soutient l'action du gouvernement d'extrême droite suprémaciste de M. Netanyahou, qui depuis début octobre porte plainte contre toute personne qui contextualiserait les événements du 7 octobre. Il ne s'est jamais agi, pour quiconque parmi nous, de minimiser la tragédie du 7 octobre et de l'acte terroriste posé par le Hamas. Jamais. Nous avons été la première formation politique à réagir et à dire notre compassion pour les victimes. Mais aussi la première à rappeler que le 7 octobre n'était pas tombé de nulle part. Et que plus qu'un conflit religieux sur place, c'est un conflit de territoire depuis longtemps. Que dis-je ? C'est un conflit colonial, puisque l'État d'Israël, par la voie du gouvernement d'extrême droite, depuis des années, poursuit la colonisation en dehors du respect du droit international. Alors, il y a l'organisation qui porte des plaintes, et puis derrière, il y a un ministre de la Justice, garde des Sceaux, zélé, qui a écrit, dès le mois d'octobre, une circulaire pour inviter les procureurs à judiciariser toute parole politique qui conviendrait pas au discours des amis de M. Netanyahou. La vérité, c'est que vous avez à cette heure même des historiens qui sont mis en cause pour avoir rappelé simplement des faits historiques sur la question du Proche-Orient. Voilà où nous en sommes. Et la France a été montrée du doigt par la Commission européenne des droits de l'homme sur l'usage qu'elle fait de cette loi d'apologie du terrorisme. Je le dis au passage, loi sur l'apologie du terrorisme que nous devons
au quinquennat de M. Hollande et de M. Valls, qui ont instauré cette loi d'apologie du terrorisme. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme a écrit il y a quelques jours à M. Dupond-Moretti pour mettre en cause l'usage disproportionné qu'il faisait de cette loi d'apologie du terrorisme en disant que ça revenait à criminaliser la liberté d'expression et la parole politique des opposants. Je cite l'extrait du courrier qu'a écrit cette commission consultative des droits de l'homme à M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, à propos de la circulaire dont je viens de vous parler, qu'il avait écrit au procureur au mois d'octobre. La commission consultative des droits de l'homme dit la chose suivante à M. Dupond-Moretti. Il semble que cette circulaire ait pu engendrer une confusion entre l'approbation, l'éloge d'un crime et ou des criminels et des prises de position relatives au contexte dans lequel ces derniers ont été commis. Ces derniers s'inscrivent dans un débat d'idées et devraient pouvoir bénéficier à la liberté d'expression. Il ne revient pas aux autorités judiciaires d'intervenir dans ces débats en qualifiant d'apologie du terrorisme toute mise en perspective historique des attentats du 7 octobre, dussent-elles choquer certains. En ma qualité de président de la CNCDH, je vous invite à rappeler, par la voie d'une nouvelle circulaire adressée aux magistrats du parquet, 2 principes fondamentaux garants de la liberté d'expression. D'une part, écrit-il, la loi pénale est d'interprétation stricte. Or, en toute rigueur, expliquer ou rendre compte d'un contexte d'un drame ne veut aucunement dire que l'on l'approuve. D'autre part, et conformément à une jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'homme, mis à part l'éloge d'actes terroristes, la liberté d'expression vaut pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. En conclusion, les magistrats du parquet doivent faire preuve de discernement dans l'identification des propos susceptibles d'être qualifiés d'apologie du terrorisme afin de préserver la liberté d'expression dans notre pays. Ce que dit le président de la commission, mes amis, c'est ce que nous répétons sur les plateaux depuis le début. On doit pouvoir mettre en cause la politique du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou sans être insulté et repeint en raciste antisémite. On doit pouvoir mettre en cause la colonisation qui contrevient au droit international sans être taxé d'antisémitisme. Parce que ce que font nos adversaires aussi, c'est qu'ils affaiblissent la lutte contre l'antisémitisme en repeignant tous leurs adversaires politiques en antisémites. Arrêtez d'inventer des antisémites, il y en a déjà bien assez dans ce pays et bien trop. Arrêtez d'inventer des racistes et puis surtout à la France insoumise, ça n'est pas dans nos moyens. Notre liste s'appelle l'Union populaire. Nous voulons faire France de tout bois, par-delà les différences d'origine, de religion, d'absence de religion. Nous voulons être toutes et tous ensemble. Et le racisme n'est pas dans nos moyens. Arrêtez de confondre un débat géopolitique avec le racisme. Et qu'a-t-on vu? Un gouvernement à qui il aura fallu attendre 30 000 morts civils, femmes et enfants, pour enfin timidement réclamer le cessez-le-feu. Et hier, alors que M. Netanyahou a fait entrer son armée sur Rafah, ce qui était censé être une ligne rouge pour bien des instances internationales, dans le même temps, le Premier ministre participait à un dîner communautaire pour taper qui, à votre avis? La France insoumise. Voilà où nous en sommes réduits, et cela est extrêmement dangereux. Alors les amis, n'en doutez jamais. Je le disais tout à l'heure avec mes camarades, nous en discutions. Ne soyons pas sur la défensive. Soyez sûrs d'une chose, nous n'avons rien à nous reprocher. Dans aucun de nos discours. Et je mets au défi quiconque qui viendra me faire la démonstration que dans l'un des discours des personnes qui représentent la France insoumise à cette heure, il y a eu la moindre suspicion possible. Il n'y en a pas. C'est à eux de donner des explications sur les positions qui sont les leurs, qui refusent de réclamer le cessez-le-feu, qui refusent de reconnaître l'État de Palestine, qui refusent de répondre aux injonctions de la Cour internationale de justice. Si même les instances internationales, si même les instances qui sont les garantes du droit international n'ont plus droit de citer, alors aucun débat politique n'est plus possible, si plus rien n'est respecté. Nous parlons la langue du droit international et nous n'avons pas l'intention de nous taire. Et s'ils espèrent, avec la judiciarisation, avec les annulations, 6 conférences annulées, nous faire taire, ils se mettent le doigt dans l'œil bien profondément. Nous ne nous tairons pas. Nous savons que nous portons une parole de justice et nous comptons bien continuer à la porter.
Moment politique qui est complètement fou aussi parce que vous l'avez vu, dans la course à l'audimat, les médias s'alignent les uns sur les autres. Et cette chaîne que vous connaissez bien d'extrême droite, qui a un projet idéologique, une ligne éditoriale très claire, fait des émules. Voyez maintenant comme quand vous allumez une chaîne d'information, à longueur de journée, c'est du fait divers. Du fait divers tout le temps. Des phénomènes qui sont tout à fait tragiques, dont on peut discuter, mais qui prennent une place dans l'actualité qui ne correspond pas véritablement à l'ampleur des préoccupations dont on parle si peu. Tant de sujets qui pourraient faire la une de l'actualité ces derniers temps, qui ne l'ont pas fait parce que des faits divers ont pris le pas dessus. Et après, les mêmes vont s'étonner que tout cela profite à l'extrême droite. Ils y contribuent largement par leur ligne éditoriale. Il y a des gens qui pensent sincèrement, en regardant la télé, que s'ils sortent de chez eux, ça va être Orange Mécanique dans le pays. Oui, il y a des problèmes, c'est vrai. Il ne faut pas les nier. Il faut les traiter. Et nous avons des propositions à faire pour les traiter, pour analyser les phénomènes que nous observons dans la société, y compris la violence des mineurs. Mais évidemment que ce climat suffocant participe d'une influence sur la vie politique du pays. Il y a un éditorialiste bien connu d'un plateau de télé, qu'on reconnaît à l'un de ses attributs vestimentaires de couleur rouge, qui un jour, je discutais avec lui, et il me disait cette chose avec laquelle je suis en parfait accord, et je pense justement que parce que je suis en parfait accord avec lui sur ce point, c'est dangereux. Il disait, vous savez, M. Quatennens, moi j'ai bien conscience qu'en tant qu'éditorialiste sur un plateau télé qui a droit de citer du matin au soir sur une chaîne de télé, je sais que mon pouvoir est plus important que le vôtre comme politique. Je lui ai dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Imaginez que ce soit nous autres qui faisons le programme des chaînes de télé en continu. On serait majoritaire depuis très longtemps, non ? Il participe d'un projet idéologique, c'est d'une clarté absolue et il faut bien le voir. Alors, tout cela profite évidemment à l'extrême droite. Et je veux vous dire l'émotion qui a été la mienne quand j'ai vu cette séquence la semaine dernière, peut-être vous l'avez vue parce qu'elle a fait grand bruit, la séquence de cette femme qui a été interviewée dans les couloirs d'un meeting du Rassemblement national et que le journaliste Laroutourou est allé voir pour lui demander pourquoi elle venait au meeting de l'extrême droite. Cette femme nous a tous beaucoup touchés. Elle s'est mise à pleurer et elle avait des lunettes. Et le journaliste lui a dit « Si vous l'acceptez, madame, est-ce que vous voulez bien retirer vos lunettes ?» pour qu'on puisse constater visiblement l'émotion qui était la sienne, ce qui permettait aussi au journaliste de faire son petit coup de buzz. Mais cette femme a dit quelque chose qui doit toutes et tous nous alerter. Elle a dit « Voilà, moi je suis au RSA, je suis dans une galère innommable, je galère à payer mes factures, j'ai connu les huissiers, je ne trouve pas de boulot, en tout cas pas dans le secteur d'activité qui est le mien, et je n'en peux plus », disait-elle en pleurant. Et comme plein de gens qui sont en colère et qui n'en peuvent plus, désormais, nous votons pour le Rassemblement national. Eh bien, plutôt que de nous désespérer ou de nous faire baisser les bras, nous devons nous adresser à cette femme et à toutes celles et ceux qui se reconnaîtraient dans son discours, en lui disant une chose simple, qu'elle peut entendre. « Madame, votre colère est 1000 fois légitime. Mais nous savons, et vous savez, il suffit de regarder, que rien dans le programme du Rassemblement national, absolument rien, n'améliorera votre sort. Le grand drame, c'est qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a des gens qui le disent. Ils disent « Ouais, on va leur mettre un bon coup de pied dans la fourmilière en votant pour l'extrême droite. » Mais pardon, voter pour l'extrême droite, c'est pas mettre un coup de pied dans la fourmilière du tout. Il n'y a pas vote plus pro-système que le vote du Rassemblement national. Ce sont les députés du Rassemblement national qui, lorsque l'on propose la hausse des salaires ou des minima sociaux, comme cette femme en aurait bien besoin, votent contre avec la Macronie. Ce sont les députés du Rassemblement national qui empêchent la taxation des superprofits que nous avons proposée à l'Assemblée nationale. Je vais vous dire une chose. Si nous devons craindre l'avancée de l'extrême droite, c'est notamment parce que les milieux patronaux, possédants et des grands financiers ont maintenant compris que l'extrême droite au pouvoir ne changerait absolument rien pour eux, qu'elle ne représente pas un danger pour eux. Alors, charge à nous de continuer à faire ce travail, de dire à toutes les colombes « Non, non, madame, le Rassemblement national ne va pas améliorer votre sort, il ne va pas augmenter vos revenus, il ne va pas lutter contre l'inflation, il ne va pas partager les richesses dans ce pays. Le Rassemblement national, il a une seule vocation, un seul objectif, c'est de diviser le peuple entre lui quand il devrait pouvoir se retrouver autour d'objectifs et de revendications communes. Le Rassemblement national, depuis des années, c'est celui qui fait en sorte que toutes les colombes de la terre croient que leur problème s'appelle Mouloud, alors que c'est le banquier, le financier. Voilà ce que nous devons dire, voilà le message que nous devons porter. Et nous ne devons absolument pas renoncer à le porter. Alors, puisqu'on parle du programme du Rassemblement national, parlons aussi d'une autre, et ce soir, je vais concentrer mon propos et donc achever aussi là-dessus.
c'est que généralement, pour concourir à une élection, c'est pas mal d'avoir un programme. Et pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup, mais nous l'avons édité, le programme, il est disponible, vous le retrouverez entièrement sur le site de l'Union populaire, et je m'en vais un court instant vous le résumer. D'abord, j'aime à rappeler qui nous sommes sur la scène européenne, qui nous sommes dans le débat politique européen. Nous autres, les militantes, les militants de la France insoumise, nous vivons sur la question européenne comme les héritières et les héritiers du référendum de 2005 des Français contre les traités européens. Un référendum que nous avions gagné puisque nous étions, en tout cas celles et ceux qui portaient notre combat à cette époque, étaient pour le non. Ce non qui a souverainement été exprimé par les Français, ce non qui a été bafoué, qui n'a pas été respecté, puisque vous le savez, Sarkozy et Merkel se sont entendus ensuite pour rhabiller tout ça en traité de Lisbonne et imposer contre l'avis des Français les traités européens qu'ils avaient refusés. J'aime à rappeler qu'en 2005, les Français n'ont pas voté, d'ailleurs la question posée n'était pas pour ou contre l'Europe. Dire non aux traités européens, contrairement à ce que disent nos adversaires, ça ne veut pas dire que nous soyons contre l'Europe. D'abord, l'Europe est une réalité géographique que personne dans cette salle n'aurait l'audace de contester. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est la politique, l'Union européenne. Comment elle est construite et sur quelle base et sur quelles règles. Et ce que nous voyons, et ce que les Français avaient bien compris lors de la campagne de 2005 de ce référendum, c'est que les traités actuels fonctionnent comme une camisole de force qui nous empêche de mener des politiques écologiques et sociales ambitieuses, qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, ce qui fait qu'ensuite l'Europe, loin d'être devenue un espace de coopération, est devenue l'espace qu'on a sous les yeux, de compétition exacerbée et de compétition déloyale entre les économies des différents pays. Voilà ce que nous avons sous les yeux, voilà ce dont nous sommes les héritiers. Alors parmi nos principales propositions, puisqu'évidemment, le 9 juin, le premier enjeu, c'est d'envoyer un maximum de députés de l'Union populaire au Parlement. Quand vous voyez le travail qui a déjà été fait par l'équipe sortante, vous imaginez bien ce que nous pourrions faire si nous avions beaucoup plus de Manon Aubry, de Younous Omarjee, de Marina Mesure à l'Assemblée nationale, non, à l'Assemblée européenne, au Parlement européen. D'abord, évidemment, sur la préoccupation principale des Français, l'Europe a un poids bien spécifique. Je parle de l'augmentation des factures d'énergie. Vous les avez toutes et tous vécues. Plus 45% pour les factures d'électricité en 2 ans. Plus 21% pour les prix alimentaires. Eh bien, une large part de ces augmentations de prix, et notamment sur l'énergie, sont dues au fameux marché européen qui a instauré la concurrence libre et non faussée avec tous les dégâts qu'on connaît depuis maintenant une vingtaine d'années et qui, évidemment, participe de l'augmentation des prix de marché. Nous voulons revenir sur le marché européen et instaurer un blocage des prix et des prix véritablement rémunérateurs pour les producteurs et l'encadrement des marges et des profits. Oui, les énergéticiens, dans une période d'inflation, ont fait des profits absolument faramineux qui ne sont pas entendables. Nous voulons y mettre fin. Nous avons, parmi nos propositions, et je vous demande d'y être attentif alors que dans quelques jours va commencer un débat important à l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement a décidé de répondre à la colère des agricultrices et des agriculteurs par une loi de programmation agricole, laquelle est d'ailleurs contestée par bon nombre d'agricultrices et d'agriculteurs, qui est encore une fois dans un modèle du tout productiviste, de la technologie à outrance au sein de l'agriculture, mais toujours aucune réponse sur la question fondamentale que posaient les agricultrices et les agriculteurs de mobilisation, c'est comment on fait pour vivre dignement de notre travail. Cette question-là, personne n'y a encore répondu. Nous avons les réponses à leur apporter avec, bien évidemment, des prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs. Notez d'ailleurs que, puisque ça se dit aussi dans les médias, le Rassemblement national, M. Bardella, il a la cote chez les agriculteurs. Il va aussi falloir, mes amis, qu'on aille voir les agriculteurs pour leur dire que voter Bardella, c'est voter contre leurs intérêts. C'est une réalité, c'est pas un effet de tribune que de le dire. Les députés du Rassemblement national, cette semaine, dans la commission sur l'agriculture qui traite du texte qu'on va débattre au Parlement, ils ont voté contre les prix planchers. Alors on ne va pas compter sur M. Duhamel pour aller le répéter à tous les Français. Il est trop occupé à faire le procureur quand il reçoit Rima Hassan sur un plateau télé, comme vous l'avez vu dimanche dernier. Je crois d'ailleurs au passage, honnêtement, qu'à mon avis, Rima Hassan a dû vivre un moment plus apaisé au commissariat devant la brigade criminelle que devant Benjamin Duhamel sur BFM, à mon avis. Mais donc il faut aller leur dire que ça ne va absolument pas régler la question principale, qui est la question du pouvoir d'achat et de la rémunération des agriculteurs. Ça a été dit tout à l'heure très justement par Juliette, donc je ne vais pas faire trop long sur le sujet. Le groupe européen que dirige Manon Aubry est le seul, j'insiste, le seul, d'accord ? Suivez mon regard, les écologistes, les socialistes,
ont voté des traités de libre-échange. Nous sommes le seul groupe qui a toujours eu la constance de dire nous sommes en désaccord avec le déménagement du monde auquel procède le libre-échange et nous sommes le seul groupe qui, en cohérence, a toujours voté contre tous les accords de libre-échange. Parmi les victoires que nous avons gagnées au Parlement européen, il y a bien sûr la victoire de Leïla Chaibi sur les travailleurs ubérisés, qui, contre l'avis d'Emmanuel Macron, a obtenu cette victoire au Parlement européen. Je pense qu'on peut en être très fiers, même si maintenant la bataille doit se poursuivre, puisqu'il s'agit maintenant de faire adopter ce texte dans chacun des États membres, avec l'idée d'avoir un vrai statut pour les travailleurs ubérisés, un vrai contrat de travail, une véritable protection sociale, parce que vous savez que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme nous le voyons, cette ubérisation, elle dépasse maintenant largement les seuls secteurs économiques qu'elle avait entrepris au départ, notamment la livraison alimentaire. Maintenant, c'est tous les secteurs de la société qu'ils veulent tenter d'ubériser, raison pour laquelle il y a urgence à mener ce combat à son terme dans chacun des États membres. Nous voulons aussi éradiquer la pauvreté, et spécialement la pauvreté des jeunes en Europe, en faisant en sorte que tous les jeunes aient accès à un revenu de dignité qui, en France, serait à 1 158 €, puisque c'est le seuil de pauvreté, et qui, dans tous les pays de l'Union, serait au niveau du seuil de pauvreté. Plus un jeune sous le seuil de pauvreté. Voilà une de nos ambitions également. Vous avez suivi également tout le débat sur la dette publique qu'il y a eu lieu ces dernières semaines et la volonté réaffirmée par Attal et Bruno Le Maire de faire connaître à nos services publics de nouvelles cures d'austérité. Je me permets d'insister aussi sur le fait que vous devez savoir que les règles budgétaires qui ont été adoptées à l'échelle du Parlement européen l'ont été dans le cadre de la cogestion entre la droite, les macronistes et les socialistes au Parlement européen, qui ont adopté ces règles budgétaires qui ensuite font que des politiques d'austérité nous sont imposées. J'ai parlé tout à l'heure de la taxation des riches et des super-profits. Quelques chiffres qui quand même donnent le tournis. Ces 3 dernières années, mes amis, 3 dernières années, la fortune des milliardaires français, en 3 années, a augmenté de 230 milliards. C'est-à-dire 10,8 millions de SMIC annuels. Il y aurait de quoi payer 10 millions de salariés pendant une année au SMIC. Et dans le même temps, pendant que eux accroissaient leur fortune dans des proportions considérables, alors que tous les Français devaient se serrer la ceinture, pendant que eux accumulaient 230 milliards de plus, la France a connu 535 000 personnes supplémentaires, un demi-million, qui dans la même période sont tombées dans la pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Voilà la réalité. Alors évidemment, taxer les super-profits, ça a été dit tout à l'heure, faire revenir des recettes fiscales, il y a plus de marge de manœuvre qu'on ne le croit. Je pourrais continuer longtemps en vous parlant du 100% renouvelable à horizon 2050, de la continuité du combat que nous avons gagné avec le Congrès des parlements à Versailles, qui a permis d'introduire dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Nous voulons transposer ce droit dans la Charte européenne pour que toutes les femmes à l'échelle de l'Union y aient accès et que ce droit soit protégé à l'heure où partout où elle gagne du terrain, l'extrême droite le met en cause. Bien évidemment, vous avez suivi aussi les débats sur la question migratoire, ces débats absolument dingues que nous avons eus à l'Assemblée, où jamais personne ne pose la seule question qu'il faudrait se poser. Mais au fait, pourquoi les gens quittent leur pays d'origine? Alors, ils redoublent toujours de beaucoup d'inventivité pour dire comment on les empêche d'arriver, comment on les fait repartir quand ils sont arrivés, mais jamais personne ne se dit, mais au fait, c'est vrai. Pourquoi ils arrivent? Pourquoi ils partent? Quelles en sont les causes? Et que fait-on? Nous voulons mener une politique juste, humaine, un accueil digne pour les femmes, les hommes, les enfants qui arrivent chez nous. Et pas la politique menée par celui qui fièrement est sur la liste du Rassemblement national, M. Leggeri, qui était à la tête du dispositif Frontex, pendant lequel, sous sa politique, la Méditerranée et la Manche sont devenues encore plus qu'elles ne l'étaient déjà, de véritables cimetières à ciel ouvert. Oui, nous devons prendre notre juste part d'accueil digne. Et oui, nous devons identifier et traiter les causes des mouvements de population. Moi, ça me fait bien rire, jaune certes, mais rire, de voir certains nous parler d'une vague migratoire et qui n'ont toujours pas compris, parce qu'ils n'ont pas lu le rapport du GIEC dont on a parlé tout à l'heure, que des mouvements de population contraints, forcés, liés à la crise climatique, il va y en avoir énormément. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 8 millions de personnes, 8 à 10 millions de personnes qui sont contraintes au déplacement forcé. Et l'essentiel, vous le savez, ce ne sont pas des migrations sud-nord, ce sont des migrations entre pays du Sud. 8 à 10 millions. Et certains nous parlent d'une vague.
Le GIEC nous dit que d'ici à 2050, 250 millions de personnes vont devoir quitter leur terre d'origine pour des raisons climatiques. Vous m'avez entendu, Madame Le Pen ? Ils ne vont pas choisir de quitter leur terre d'origine. Ils ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Et vous, Monsieur Bardella, si vous étiez dans un espace où il n'y a plus d'eau, où la vie n'est plus possible, si vous aviez la possibilité de prendre un bateau de fortune pour vous en aller, vous le feriez aussi. Alors respectez le parcours de vie de ces femmes et ces hommes, accueillez-les dignement avec leur histoire et comprenez que sans traiter les causes des mouvements de population, alors tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ce ne sont que de vaines gesticulations. On le dit aussi souvent, ça a aussi été dit tout à l'heure, 66 lobbyistes par eurodéputé à Bruxelles. Pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de visiter le Parlement européen, autour du Parlement européen, c'est une ville dans la ville, des cabinets de lobbyistes partout. Eh bien, encore ce soir, depuis cette salle, nous allons renouveler notre demande formulée par Manon Aubry aux autres candidates et candidats. Nous refuserons toujours tout cadeau de lobbyistes, toute rémunération annexe à celle de parlementaires européens. Manon Aubry s'y est engagée, comme d'ailleurs elle a pratiqué de la sorte pendant tout le mandat précédent. Nous demandons aux autres candidates et candidats d'en faire de même. Refuser l'action des lobbies qui contreviennent à la souveraineté populaire et font pression pour faire changer vos votes. Je termine en vous parlant de l'Ukraine. Autre sujet brûlant de la scène internationale, nous avons aussi été les premiers à condamner l'agression, l'invasion russe en Ukraine. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit et que les prises de position renouvelées du chef de l'État qui désormais est entré en campagne pour sa candidate aux élections européennes, qui propose, pourquoi pas, en champion de l'ambiguïté stratégique qu'il est devenu d'envoyer des troupes, nous savons que cela est totalement irresponsable. Il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre tôt ou tard les protagonistes autour de la table, avoir des garanties mutuelles de sécurité, et il faut à la fin le dire, il n'y aura sans doute ni vaincu ni vainqueur, mais un vote des populations des territoires disputés pour mettre fin à cette situation. Voilà l'issue qui nous paraît plus raisonnable qu'une escalade militaire guerrière qui pourrait nous amener à un conflit mondial entre puissances nucléaires. Et par ailleurs, dans ce contexte du conflit et de la guerre menée à l'Ukraine par la Russie, d'aucuns voudraient nous faire avaler à cette occasion l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et vous nous avez vu nous opposer farouchement à cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et je veux être très clair avec vous. Il ne s'agit pas spécifiquement de l'Ukraine. Nous sommes opposés à tout élargissement de l'Union européenne tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation sociale et fiscale. Car aujourd'hui, intégrer un pays comme l'Ukraine dans l'Union européenne avec un SMIC à 200 €, c'est s'assurer d'une compétition déloyale et d'injonctions qui vont être faites à nos travailleuses et travailleurs ici, où le patron pourra toujours dire bah, « écoutez, si vous ne voulez pas le faire vous, d'autres le feront pour 200 € en Ukraine ». Nous n'avons rien contre les Ukrainiens. Nous leur adressons nos encouragements, notre soutien. Nous souhaitons que le soutien à l'Ukraine et tous les engagements qu'a pris la France à leur côté soient assurés. Mais nous sommes opposés par principe à tout élargissement de l'Union européenne tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation sociale et fiscale. Et dites-vous bien, et ça fera comme ça boucler la boucle avec 2005 et le référendum, en l'état actuel des choses, les traités européens interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Ils sont conçus pour l'empêcher, cette harmonisation, pour permettre justement que plutôt que le rêve que nous pourrions avoir d'une Union européenne où l'harmonisation des droits se fait par le haut, eh bien là c'est une harmonisation qui se fait par le bas. On intègre des pays qui ont des normes sociales, des normes environnementales moins élevées et on fait injonction à nous autres, les pays qui sommes les plus avancés et qui voudrions mettre nos avancées en partage avec les autres peuples des pays européens. Eh bien, c'est l'inverse qui se passe et c'est une concurrence déloyale, une compétition qui mène les femmes, les hommes et la planète à bout de souffle. Voilà, je crois, résumer ce que nous sommes et ce que nous proposons. Et vous pourrez encore, ces prochains jours, lire et apprendre du programme que nous défendons. Je termine en vous disant
qu'au-delà du principal enjeu, qui est d'envoyer des députés européens à Bruxelles le 9 juin, évidemment, nous sommes en radical désaccord avec les journalistes et les éditorialistes qui, dès lors que l'on parle de ces élections européennes en disant qu'il s'agit aussi d'un enjeu national, le contestent. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour l'interview de Manon Aubry par Ali Badou sur France Inter. Normalement, France Inter, c'est le service public. Certains pensent que c'est le chantre du gauchisme. Quand on voit ce qui s'y passe en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Mais très franchement, à chaque fois que Manon disait « il y a un enjeu national au scrutin du 9 juin », il dit « non, 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 c'est pas vrai, vous mentez. L'enjeu, c'est d'envoyer des députés européens à Bruxelles, point barre, arrêtez de mentir ». Elle disait « non, monsieur Badou. Bien sûr, on va envoyer des députés européens, on va parler d'Europe, c'est ça le premier but. Mais il faut être idiot pour ne pas comprendre qu'un vote qui a lieu à la mi-mandat d'Emmanuel Macron est un vote qui va avoir un impact monumental sur la scène politique nationale. Évidemment que le 9 juin, c'est aussi l'après-Macron qui se prépare. C'est une évidence. Et que selon le résultat des courses sorties des urnes, eh bien, vous imaginez bien que les commentaires politiques ne vont pas se concentrer uniquement sur le Parlement européen. Et que d'ailleurs, prenons-en les paris ensemble, le 9 juin au soir, il va essentiellement sur les plateaux être question de politique nationale et de ce qui se prépare pour la prochaine grande échéance, qui est celle de 2027. Alors mes amis, dans ce contexte, vous le savez depuis le début, nous avons tout fait pour faire en sorte que ce que nous avions réussi en 2022, notre grande fierté, avoir réussi après les 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, à réunir tout le monde, non pas simplement réunir tout le monde, à réunir tout le monde autour d'un programme de rupture. Parce qu'en 2017, quand Jean-Luc a fait 19%, certains à gauche ont dit « bon, c'est arrivé une fois, c'est un accident. Mélenchon en tête de la gauche, quelle histoire !» Et puis même après, on a dit « il y a eu les perquisitions, Mélenchon, c'est terminé. » Et puis, en 2022, Mélenchon, il a fait plus. Il a fait 22%. Alors 2 fois, c'est plus trop un accident, c'est une confirmation. C'est la confirmation d'une orientation politique. Et cette union a pu se faire sur cette orientation politique. Et nous avions à cœur de la faire durer, parce que nous savons quel est le chemin le plus court pour y arriver. Nous savons à l'heure actuelle que tous les sondages montrent qu'unis dans la configuration NUPES, nous serions en train de nous rassembler ce soir dans un moment où nous ferions face à Jordan Bardella à l'extrême droite avec un même niveau dans les sondages. Et je le dis sans exagérer, par la faute de nos anciens partenaires de la NUPES, nous sommes réduits à une nouvelle fois un nouveau match des gauches en Ligue 2 pendant que le duel Macron-Le Pen se rejoue en haut du podium. Alors mes amis, ce n'est pas faute d'avoir tout essayé. Et peut-être il faut le dire à celles et ceux autour de vous qui sont les plus partisans de l'Union. Ceux qui étaient les premiers à dire aux Européennes on partira séparés parce qu'on voudrait pouvoir rééquilibrer le rapport de force interne à la NUPES, ce sont les Verts, qui aujourd'hui dans les sondages sont d'ailleurs à 5%. Vas-y, rééquilibre. Mais à ceux-là qui étaient très convaincus que c'était leur grand moment, cette élection, nous leur avons dit, mais ok, c'est vrai, vos résultats aux européennes d'habitude sont meilleurs que les nôtres. Prenez les clés du camion, allez-y, nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous leur avons proposé la tête de liste, mes amis. Ils n'en ont pas voulu. Donc maintenant, puisqu'il est trop tard, et puisque la situation est celle-ci, puisque partout en Europe, les fascistes gagnent du terrain, vous les avez vus comme moi, défiler le bras tendu en Italie ces derniers jours. Vous voyez ce qui nous pend au nez, vous le savez. Et donc, plutôt que de se retrouver après la catastrophe, on les verra, hein, tous, vous allez voir, si un jour l'extrême droite arrive au pouvoir dans ce pays, ce sera les premiers dans les cortèges à manifester contre l'extrême droite. Mais qu'auront-ils fait véritablement pour empêcher son accession au pouvoir avant ? Nous voulons être conséquents. Alors mes amis, pour ça, il faut impérativement que de nouveau l'Union populaire, la France insoumise, soit très largement, le plus possible, en tête de la gauche pour que ce débat soit une nouvelle fois réaffirmé. Parce que sinon, c'est le retour de la vieille social-démocratie avec Glucksmann qui prépare le retour de M. Hollande et le rabibochage de la gauche sur une toute autre ligne que celle qui nous a fait y arriver jusqu'ici. Raison pour laquelle le 9 juin, aucune voix ne doit manquer. Et ici, à Beauvais, vous avez magnifiquement commencé le travail et je me suis rappelé au bon souvenir de la présidentielle avant de parler, en vérifiant qu'ici, à Beauvais, Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle, il était premier. Donc ça veut dire que dans cette ville, il y a plein d'électrices et d'électeurs qui nous soutenaient, qui sans doute nous soutiennent encore, comme d'ailleurs il y a plein de gens qui désormais, y compris
face à la situation internationale et les positions courageuses que nous avons prises, pour nous elles ne sont pas courageuses, elles sont juste justes, c'est le cas de le dire, nous disent leur soutien. Il faut que ce soutien se traduise dans les urnes. Je suis sûr que comme moi, vous en croisez qui vous disent « Ouais, les Insoumis, c'est super, on est avec vous, on votera avec vous à la prochaine présidentielle. » Ah, les amis, il ne faut pas attendre la présidentielle. On a un rendez-vous, c'est le 9 juin. Le 9 juin, il faut prendre 5 minutes de votre temps, il faut y aller, il faut tout faire, porte après porte, pour en convaincre les gens. Sachez que le dernier jour, le dimanche du vote, vous n'avez plus le droit de dire « votez pour Manon Aubry », c'est interdit, puisque la campagne s'arrête le vendredi à minuit, mais vous avez encore le droit de dire « allez voter ». Donc ne vous en privez pas. Voilà, ça peut être utile de le faire. Voilà, je termine avec une citation que j'avais empruntée à Jaurès lorsque j'avais écrit mon bouquin Génération Mélenchon et que j'aime beaucoup et que je trouve assez adapté, toujours adapté à notre situation. C'est dans son discours à la jeunesse qu'on va d'ailleurs saluer en cet instant pour sa mobilisation contre le génocide et pour que la France agisse. Les étudiants, les lycéens, à Sciences Po, à la Sorbonne, qu'on peut applaudir, qui se mobilisent, qui sont notre honneur, qui sont notre fierté. Et Jaurès, dans son discours à la jeunesse, tentait de définir le courage avec cette citation qui me plaît beaucoup. Jaurès dit « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Le courage, c'est là le plus intéressant. Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni même s'il lui réserve une récompense. Courage, camarades.